Je m'appelle Camille. Après des années à tout faire pour soutenir mes beaux-fils, Lucas et Mathis, essayer d'être présente dans leur vie, ils m'ont regardé droit dans les yeux pour me dire que je ne serais jamais leur vraie mère. Et après avoir entendu ça, j'ai fait la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. Leurs paroles m'ont forcé à prendre du recul et à tracer enfin une limite. Et ça, ils ne l'avaient pas vu venir. Quand j'ai rencontré leur mère, Élodie, je n'avais aucune idée qu'elle avait déjà des enfants, encore moins qu'elle avait été mariée auparavant. Elle avait l'air tellement jeune qu'on aurait pu croire que la vie l'avait épargnée. En réalité, pas du tout. Elle savait simplement garder la tête haute malgré tout ce qu'elle avait traversé. Ce n'est qu'une fois que je me suis vraiment attachée à elle qu'elle m'a raconté toute son histoire. Elle m'a expliqué qu'elle voulait d'abord être sûre que j'étais sérieuse avec elle avant de rouvrir des blessures anciennes. D'après Élodie, elle avait épousé son amour de lycée juste après leurs études à Lyon. À l'époque, il représentait tout pour elle. Un amour de jeunesse rempli de projets et de promesses. Mais la vie finit toujours par mettre les gens à l'épreuve. Dès que les difficultés sont arrivées, il s'est réfugié dans l'alcool au lieu d'assumer ses responsabilités. Boire est devenu une habitude. Et avec l'alcool sont arrivées les disputes. Élodie m'a raconté qu'ils se disputaient constamment, surtout à propos de l'argent, des responsabilités ou de ses disparitions pendant plusieurs jours. Et quand les cris ne lui suffisaient plus, il devenait violent. Pas tous les jours, mais suffisamment pour qu'elle ait peur pour sa vie. Elle m'a dit que le déclic final était arrivé un soir où elle l'avait surpris en train de hurler sur les jumeaux, Lucas et Mathis, qui n'avaient alors que 4 ans, simplement parce qu'ils avaient renversé du jus de pomme sur la table du salon. Elle s'était interposée et avait encaissé les insultes à leur place. Mais ce soir-là, elle avait compris qu'elle devait partir. Pas seulement pour elle, mais surtout pour ses fils. Elle m'a dit, « Camille, je ne voulais pas finir comme ces femmes dont on parle aux informations. Il fallait que je parte avant qu'un drame arrive. » Quand je suis entrée dans sa vie, le divorce était déjà prononcé depuis 2 ans. Son ex-mari avait disparu depuis longtemps de la vie des garçons. Même avant la séparation officielle, il avait déjà abandonné son rôle de père. Il oubliait les anniversaires, les réunions scolaires, les matchs de football du mercredi. Il ne venait même plus les voir le week-end. Et après le divorce, il s'est pratiquement volatilisé. Pas de visite, pas d'appel, et une pension alimentaire payée 1 fois sur 3. C'était comme s'il avait effacé ses propres enfants de sa vie. Quand Élodie m'a parlé de son passé, j'étais déjà profondément attachée à elle. Je ne me suis pas arrêtée pour réfléchir. Je savais simplement que je voulais être avec elle. Et si ses enfants faisaient partie de sa vie, alors ils feraient partie de la mienne aussi. Une partie de ce qui m'a poussée à prendre ce rôle venait de mon propre passé. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans d'un AVC brutal. Je me souviens encore du vide immense que cette absence avait laissé pendant mon adolescence. Je n'avais personne pour assister à mes spectacles de danse, à mes remises de prix, ou même simplement pour m'attendre le soir après les cours, parce que mon père travaillait sans arrêt comme chauffeur routier. D'une certaine manière, je retrouvais une partie de moi-même dans ces garçons avant même de vraiment les connaître. Je ne cherchais pas à remplacer leur mère ou leur père. Je voulais juste qu'ils sachent qu'ils pouvaient compter sur quelqu'un. Élodie et moi sommes restés ensemble 2 ans avant que je la demande en mariage. Avec elle, tout semblait sincère, stable, et pour quelqu'un comme moi qui avait croisé tellement de gens portant des masques, c'était rare. Je l'ai demandé en mariage parce que je croyais sincèrement que cela valait la peine. Après notre mariage, Élodie et les jumeaux ont emménagé dans ma maison près de Bordeaux. Quelques mois plus tard, un matin, Élodie m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me souviens encore de mon cœur qui s'est emballé au moment où elle a prononcé ces mots. J'avais l'impression que toutes les pièces manquantes de ma vie s'assemblaient enfin. Je n'allais pas seulement être une épouse ou une belle-mère. J'allais devenir mère à part entière. À partir de ce moment-là, j'ai pris une décision, je traiterai tous les enfants exactement de la même manière. Dans mon cœur, ils étaient tous les miens, et cela me suffisait. J'aidais aux devoirs, je les emmenais à leurs entraînements de football, je faisais attention à ce qu'ils ne manquent de rien, pas seulement matériellement mais aussi émotionnellement. Je faisais des heures supplémentaires à la clinique vétérinaire où je travaillais,
je prenais des gardes supplémentaires quand il le fallait, juste pour pouvoir leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu avec leur père biologique, des colonies de vacances. Des vacances en famille sur la côte atlantique, des anniversaires dignes des rêves d'enfants. Je voulais qu'ils se sentent aimés. Ils ne m'ont jamais appelée maman. Et honnêtement, ça me faisait mal, mais je ne les ai jamais forcés. Je me disais que le respect ne pouvait pas s'exiger. Ils devaient se mériter. Je pensais qu'un jour, ils regarderaient en arrière et comprendraient tout ce que j'avais fait pour eux. Leur père biologique a recommencé à apparaître après avoir appris qu'Élodie et moi étions mariés. Je ne savais pas s'il voulait réellement réparer les choses ou s'il supportait simplement mal l'idée qu'une autre femme prenne sa place auprès de ses fils. Mais je me rappelais sans cesse que je ne faisais pas tout ça pour lui. Je le faisais pour les garçons. Même quand ses visites rendaient l'ambiance étrange, je n'ai jamais dit du mal de lui devant eux. Mais en grandissant, vers 13 ou 14 ans, j'ai commencé à remarquer des changements. Des petits signes qu'on préfère ignorer au début en pensant que c'est simplement l'adolescence. Mais ce n'était pas juste une phase. Lucas et Mathis ont commencé à me défier constamment. Ils ignoraient les horaires, répondaient quand j'essayais d'imposer des règles, refusaient les tâches simples à la maison. Et pire encore, ils ont commencé à dire à mon fils, leur demi-frère, qu'ils n'étaient pas vraiment de la même famille parce qu'ils n'avaient pas la même mère biologique. Quand je l'ai appris, j'ai eu le cœur brisé. Je les ai fait asseoir pour discuter, pour essayer de les atteindre comme une mère l'aurait fait, mais ils refusaient même de me regarder. Ils restaient assis les bras croisés, les yeux fixés sur le sol, comme si mes paroles n'avaient aucune importance. Ensuite, tout a empiré. Ils rentraient tard sans prévenir, enfreignaient les règles de la maison et agissaient comme si je n'avais aucun droit de leur dire quoi que ce soit. Un soir, en pleine dispute, ils sont allés jusqu'à me dire qu'ils quitteraient la maison si ça continuait, que je n'étais pas la seule propriétaire de cette maison. Je me souviens être restée là, immobile, à les regarder, en me demandant d'où venait toute cette colère et ce qu'ils étaient en train de devenir. J'ai demandé à Élodie d'intervenir, en espérant qu'elle réussirait à les raisonner. Et à sa décharge, elle a essayé. Elle leur a expliqué à quel point leur vie aurait été différente si je n'étais pas entrée dans leur existence. Elle leur a rappelé tous les sacrifices que j'avais faits. Pendant un court instant, j'ai cru que les choses allaient s'arranger. Mais non. Dès que la situation devenait inconfortable, ils préparaient un sac et partaient chez leur père biologique. Chaque fois que j'essayais de les recadrer ou de poser des limites, ils avaient une échappatoire toute prête. Et petit à petit, le lien entre nous s'est défait. Je suis restée silencieuse pendant longtemps, espérant qu'ils finiraient par changer. Mais la vérité, c'est que l'amour sans respect ne peut tenir qu'un temps avant de se briser. J'avais commencé à mettre de l'argent de côté pour les études des jumeaux bien avant leur entrée au lycée. Je le faisais discrètement, mois après mois, parce que c'est ce qu'une figure parentale fait normalement. Je voulais simplement qu'au moment venu, ils n'aient pas à galérer comme moi. Je voulais qu'ils aient des opportunités, qu'ils puissent viser haut, rêver plus grand que ce que la vie leur avait offert au départ. Élodie connaissait évidemment l'existence de ce compte épargne. Elle me disait souvent que c'était exceptionnel qu'une femme accueille les enfants d'une autre et les aime suffisamment pour penser à leur avenir 10 ans à l'avance. J'appréciais ses paroles. Un soir, après un dîner familial calme, Élodie a décidé d'en parler aux garçons. Elle leur a annoncé avec enthousiasme que l'argent mis de côté suffirait à payer l'intégralité de leurs études dans certaines des meilleures écoles de commerce et universités de France. Elle s'attendait à les voir heureux ou reconnaissants. Ils n'ont même pas levé les yeux de leurs assiettes. Lucas a juste répondu, « D'accord ». Mathis a haussé les épaules. Puis ils se sont levés, ont débarrassé la table et sont partis sans même dire merci. Je suis restée assise quelques secondes à me demander comment ils pouvaient être aussi indifférents à tout ce que j'avais fait. Élodie a vu mon visage fermé. Elle m'a adressé ce petit sourire gêné avant de dire, « Ce sont des ados, tu sais comment ils sont. Ils ne disent pas toujours merci, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas reconnaissants. » Je n'ai rien répondu. Quelques semaines plus tard, les lettres d'admission sont arrivées. Ils avaient tous les deux été acceptés dans une excellente école à Toulouse. Je ne vais pas mentir, j'étais fière. Malgré tout, je voulais encore le meilleur pour eux.
Je pensais que ce serait enfin le moment où ils réaliseraient que quelqu'un avait toujours été là pour eux. À la place, j'ai reçu une liste. Une liste de tout ce qu'ils voulaient que j'achète avant leur départ, ordinateur portable, nouveau téléphone, vêtements de marque et surtout de voitures, une chacun. Je leur ai dit non. Je leur ai rappelé que je finançais déjà entièrement leurs études et qu'ils n'avaient même jamais reconnu ce geste. Je leur ai demandé pourquoi je devrais encore dépenser des milliers d'euros alors qu'ils n'avaient jamais été capables de remercier pour les dizaines de milliers déjà prévus pour eux. C'est là que Lucas a explosé. Il m'a lancé, « T'es même pas notre vraie mère. Pourquoi tu veux qu'on te traite comme si tu l'étais ?» Mathis a immédiatement ajouté, « Oui, tu agis toujours comme si on te devait quelque chose juste parce que tu paies nos études. » Je n'arrivais pas à croire qu'il venait de dire ça à voix haute. J'ai regardé Élodie en espérant qu'elle réagisse, qu'elle mette fin à ça, mais elle est restée silencieuse. Son visage trahissait pourtant son malaise. Elle n'était pas vraiment de leur côté, mais elle n'était pas non plus du mien. Elle était coincée entre nous. Et à cet instant-là, c'était presque pire que si elle les avait soutenus ouvertement. Je n'ai ni crié ni répondu. Je me suis simplement levée, j'ai quitté la salle à manger et j'ai refermé la porte de notre chambre derrière moi. Des années à essayer de préserver la paix pendant qu'il devenait de plus en plus froid. Des années à leur donner des chances, à excuser leur comportement et à les regarder s'éloigner. Cette nuit-là, tout est devenu clair. Peu importe tout ce que je donnais, ce ne serait jamais suffisant. Et si je n'étais pas leur vraie mère, alors il était peut-être temps d'arrêter de faire semblant de l'être. Le lendemain matin, je me suis levée avant le lever du soleil et je me suis connectée au compte où j'avais économisé pour leur avenir. La somme avait énormément grandi au fil des années. Tout ce que je pouvais penser, c'était « Pourquoi suis-je la seule à me sacrifier pour des enfants qui ne me considèrent même pas comme leur famille ?» J'ai vidé entièrement le compte, transféré l'argent sur mon portefeuille d'investissement personnel, annulé les prochains paiements des frais de scolarité et retiré mon nom comme garante financière. Je refusais de continuer à financer un avenir construit sans le moindre respect. Avant de partir travailler, j'ai appelé Lucas et Mathis dans le salon. Ils sont arrivés avec cette même attitude arrogante. Je leur ai dit exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Vous avez raison, ai-je commencé en les regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas votre vraie mère. Alors à partir d'aujourd'hui, je prends mes distances. Désormais, votre vrai parent s'occupera de votre avenir. Bonne chance. Ils n'ont rien répondu. Peut-être qu'ils ne me croyaient pas sérieuse. Je me suis tournée, j'ai pris mes clés et je me suis dirigée vers la porte. C'est à ce moment-là qu'Élodie a enfin décidé de parler. Elle n'avait pas dit un mot la veille. Mais maintenant, elle était furieuse. Tu punis les enfants, a-t-elle lancé. Je me suis arrêtée et je me suis retournée vers elle. Non, ai-je répondu calmement mais fermement. Je les écoute enfin. Ils avaient fait leur choix clairement. Ils avaient un parent qu'ils voulaient respecter. Ils voulaient que ce soit lui qui assume leur avenir. Alors désormais, ils pouvaient le faire. Et moi, j'en avais terminé de donner à des gens qui ne savaient que prendre. Quand je suis rentrée ce soir-là, leur chambre était vide. Lucas et Mathis avaient fait leurs valises et quitté la maison dans l'après-midi, furieux et pleins de défis. Je n'ai même pas demandé à Élodie où ils étaient partis. Je le savais déjà. Chez leur père biologique. Je ne les ai pas rappelés. Je leur avais donné tout ce que je pouvais. Et en retour, ils avaient clairement montré que je n'étais pour eux que la femme mariée à leur mère, rien de plus. Alors je les ai laissés partir. S'ils pensaient que leurs vrais parents feraient mieux, alors qu'ils le fassent. 3 mois ont passé. Élodie a essayé de rester neutre pendant un moment, mais les conséquences ont fini par la rattraper. Un soir, elle s'est placée devant moi, la voix basse et presque suppliante. Elle m'a dit, peut-être qu'il est temps de reconsidérer les choses. Ils ont des difficultés. Ils ne peuvent plus retourner à l'école parce que les frais n'ont pas été payés. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Et quand elle a terminé, j'ai simplement répondu, ma décision est définitive. Ce n'était pas par vengeance. C'était une question de principe.
On ne peut pas cracher dans la main de quelqu'un et espérer ensuite qu'elle continue à vous nourrir. Comme les frais n'avaient pas été réglés, les garçons avaient raté les délais d'inscription. Leur admission a été annulée. Ils ont perdu leur place dans l'une des meilleures écoles du pays. Quelque chose que j'avais préparé pendant des années avant même qu'ils comprennent ce qu'étaient les études supérieures. Puis un soir inattendu est arrivé. Je rentrais du travail et quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Lucas et Mathis étaient dans mon salon. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je les ai simplement regardés, et eux me regardaient avec honte. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont levés. Et là, devant moi, ils ont commencé à s'excuser. Ils m'ont supplié de les laisser revenir. Ils disaient qu'ils étaient désolés. Qu'ils n'avaient pas compris tout ce que j'avais fait pour eux. Que leur père n'était pas celui qu'ils imaginaient. Je voulais rester en colère. J'avais toutes les raisons du monde de l'être. Mais en les regardant, quelque chose en moi a fini par lâcher prise. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester, mais j'ai posé une règle très claire, cette maison fonctionne avec le respect. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler maman. Mais si vous me manquez encore une fois de respect, cette porte se refermera définitivement. Ils ont tous les deux hoché la tête. J'ai également été très claire sur un autre point, je ne paierai plus leurs études. S'ils voulaient aller à l'université, ils pourraient contracter des prêts étudiants comme des millions d'autres jeunes ou travailler pour financer leurs études. Je n'avais pas annulé ces paiements par mesquinerie. Je l'avais fait parce qu'ils devaient comprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas accepter des sacrifices sans limite, surtout face à un manque de respect assumé. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. Mais on ne peut pas continuer à rattraper des gens qui passent leur temps à couper les cordes qui vous maintiennent ensemble. Élodie m'a demandé une nouvelle fois de revenir sur ma décision. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, « Tu es restée silencieuse quand ils m'ont humiliée. Alors maintenant, j'attends de toi le même silence pendant que j'impose mes limites. » Je pensais chaque mot. Et elle l'a compris. Peut-être pas avec joie, mais profondément. La vérité, c'est que j'aime encore ces garçons. Je suis incapable de les détester. Mais j'ai fini d'essayer de mériter l'amour ou l'approbation de gens qui ne me voient que comme quelqu'un de pratique. Je continuerai à garder cette maison stable. Je continuerai à être juste et ferme. Mais désormais, cette maison repose sur le respect mutuel. Avec le recul, je sais que j'ai donné tout ce que j'avais. Je n'ai pas échoué en tant que belle-mère. J'ai simplement arrêté de jouer un rôle dans lequel j'étais traitée comme un figurant gratuit dans la vie des autres.